Dans la troisième vidéo du chapitre 3, Dynamique des écosystèmes, stabilité et résilience, nous allons traiter de la restauration et de la conservation écologique. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle des zones de protection. Donc, c'est un petit point législatif, évidemment. Nous avons d'abord le réseau Natura 2000. Alors, ce réseau, il résulte tout simplement d'une directive oiseaux de 79 qui instaurait des zones de protection spéciale où il y avait une faune avicole, c'est-à-dire des oiseaux, qui étaient à préserver, mais également de la directive Habitat de 1992, qui a plutôt préservé des milieux avec des zones spéciales de conservation. L'ensemble de ces deux directives a été rassemblé sous le terme de réseau Natura 2000, qui était opérationnel en 2004. Par contre, en France, ça n'a été validé qu'en 2007. Alors, le réseau Natura 2000, tout d'abord en Europe, c'est plus de 18% de la surface terrestre, 6% de la surface marine, avec plus de 200 types d'habitats naturels, plus de 1500 espèces animales, plus de 900 espèces végétales. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la directive oiseaux, ici, on a plus de 5500 zones de protection spéciale. Et par rapport à la directive Habitat, on a plus de 23 000 zones spéciales de conservation. Concernant la France maintenant, donc on a 34% de notre surface marine, 19,9% de la surface terrestre, donc c'est un petit peu moins que le reste de l'Europe. On a donc des milieux un petit peu spéciaux, comme l'élan des milieux ouverts pour 26%, des zones agricoles 15%, des territoires plutôt artificialisés 2%, des forêts 35% et des zones humides 22%. Donc, au niveau de ce, voilà, plus précisément, donc en France, on a quand même plus de 1700 sites, dont 212 marins, avec évidemment donc, des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale pour les oiseaux, 132 espèces d'oiseaux, ce qui est pas mal, 131 types d'habitats naturels d'intérêt communautaire, avec donc un certain nombre d'espèces végétales et animales, 94 pour les espèces animales, 63 pour les espèces végétales. Et enfin, ça touche plus de 13 000 communes qui sont support du réseau, c'est-à-dire que ce sont des communes pour lesquelles il y a au moins une partie de la surface qui est dans le réseau Natura 2000. Alors, qu'est-ce que ça implique ce réseau Natura 2000 ? Déjà, bon, ça prend quand même en compte les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que toutes les particularités régionales. C'est pas une protection à outrance, c'est-à-dire qu'on va quand même conserver le droit d'utiliser le milieu, avec peut-être certaines contraintes, mais en tout cas, voilà, on prend en compte tout l'aspect économique et social et culturel. Et puis, pour aider par rapport aux contraintes, ça peut être par exemple de faucher plus tard pour préserver, je sais pas moi, par exemple les nidifications, on a des financements européens, des agences de l'eau et de l'État, agriculture, environnement. Ensuite, on a les parcs régionaux. Alors, les parcs régionaux, ce sont des territoires ruraux habités à valeur patrimoniale importante, paysages, écosystèmes, culture. C'est-à-dire que voilà, ce sont des zones qui sont avec une protection toute relative. Alors, ils sont assez nombreux, on en a 54 en France, donc ça concerne plus de 9 millions d'hectares et plus de 4 millions d'habitants. Donc, le logo est le suivant, que vous pouvez reconnaître sur les panneaux, donc voilà, Parcs naturels régionaux de France. Et donc, le financement, c'est par les collectivités territoriales et les ministères concernés, c'est souvent donc environnement, agriculture, culture, etc., en fonction des PNR. Donc, on parle de PNR, Parc naturel régional. Alors, les différents acteurs signent par contre une charte du parc. C'est la petite contrainte qui existe. Alors, c'est quand même un avantage d'avoir un parc parce que pour l'écotourisme, c'est quand même intéressant. Et puis, ça met en valeur beaucoup de choses de la biodiversité. Et donc, voilà, ça fait partie aussi des services écosystémiques rendus quand dans ce PNR, on a quand même un potentiel d'écotourisme important. Alors, sachez qu'en Grand Est, on en a quand même 6. Donc, il y en a 3 en Champagne-Ardenne. Alors, c'est le PNR des Ardennes, celui qui est le plus récent d'ailleurs, la montagne de Reims et la forêt d'Orient qui sont un petit peu plus anciens.
On a également, avec beaucoup plus de contraintes, les parcs nationaux. Alors cette fois, le logo est un petit peu différent. Donc voilà, c'est un logo qui est une espèce de tourbillon. En fait, si on s'approche de plus près, si vous avez l'occasion d'en voir de plus près, il est constitué en fait de plein d'éléments de la faune, de la flore, hein, cette espèce de tourbillon. Alors ces parcs, il y en a très peu quand même en France. C'est normal, il y a des grosses contraintes. Donc on en a 11. Donc le plus ancien est celui de la Vanoise, hein, dans les Alpes, en 63. Porquerolles, qui est un des rares quais maritimes, celui des Pyrénées en 67, des Cévennes en 70, des Écrins en 73, Mercantour 79, Guadeloupe 89, Réunion 2007, Guyane 2007, les Calanques 2012. Les Calanques, pas évident, hein, très proche de Marseille, très proche d'une grosse métropole. Donc voilà. Et enfin, le petit dernier, en 2019, le Parc national de la Forêt, et qui, pour une petite partie, concerne la Haute-Marne, donc fait partie de notre région. Alors c'est une plus grande surface d'un PNR, hein, par exemple plus de 5000 km² pardon, contre 1700 km² pour un PNR. Et puis il y a des zones de protection différentes dans ce parc. Évidemment qu'on ne peut pas mettre une protection maximale sur 5000 km², c'est évident. Alors savoir que vous avez deux zones dans ces parcs. Vous avez toujours une zone périphérique qui ressemble plus ou moins à un PNR en termes de protection, c'est-à-dire que les usages sont autorisés, il y a quelques petites contraintes, mais quand même ça va, c'est assez restreint. Par contre, la zone de cœur, elle bénéficie d'une protection vraiment maximale, avec des très très grosses contraintes qu'on va voir juste après. Donc la réglementation est très stricte. On a des gardes qui sont assermentés, hein. C'est un métier, être garde d'un parc national. Ça fait partie des concours de l'environnement, évidemment, pour y être. Il faut quand même une bonne condition physique. Et donc ces gardes circulent pour vérifier qu'il n'y ait pas de personnes qui ne respectent pas le règlement, que également ils peuvent également être affiliés au comptage des animaux, de la végétation. Ils sont un peu les surveillants de cette zone de cœur. Donc voilà, en gros, toutes les contraintes qu'on peut avoir. Alors, je vous les détaille pas, hein, vous les avez vous les aurez dans les documents du cours. Mais par exemple, le bivouac sauvage, enfin le bivouac, lui, est autorisé sur certaines conditions, mais le camping ne l'est pas. Les animaux, comme les chiens, même en laisse, sont interdits. Interdits de faire du bruit, de cueillette, de jeter des ordures. Et les amendes peuvent être très élevées, hein, il faut le savoir quand même, hein, plus de 1500 euros. Hein, enfin, jusqu'à 1500 euros. Et vous avez des gens qui surveillent, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste un panneau et point barre, hein. Rappelez-vous que vous avez des gardes assermentés qui peuvent circuler et qui établissent des amendes, hein, ça c'est clair. Alors, l'entrée dans un parc, elle est toujours, vous pouvez pas vous louper, hein, vous pouvez pas dire je n'étais pas au courant que j'étais dans la zone de cœur, c'est impossible parce qu'il y a des panneaux et des balisages partout. À savoir que à chaque entrée routière, vous savez ce type de panneau où on retrouve le logo du parc et puis le nom du parc et puis on vous dit que vous êtes dans le cœur, hein, dans la zone de cœur. Donc voilà, espace naturel protégé, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire plein de choses. Et tant mieux, hein. Et puis au niveau pédestre, c'est pareil, vous avez du coup des petits panneaux, hein, qui reprennent le logo du parc et qui vous indiquent que vous êtes dans la zone de cœur. Donc sachez que grâce à ces parcs nationaux et notamment aux zones de cœur, certaines espèces qui étaient vraiment en danger critique d'extinction dans ces zones-là euh, ont pu voilà, se refaire une santé, rétablir un effectif convenable qui soit compatible avec la durée assez pérenne de cette espèce dans le milieu. Enfin, vous avez les réserves naturelles. Donc, les réserves naturelles intégrales ont un accès strictement contrôlé, voire interdit, c'est-à-dire qu'on vous contraint sur des sentiers balisés, hein, voire parfois même vous pouvez avoir des panneaux qui, qui protègent en tout cas la faune, qui lui permettent une nidification tranquille quand il s'agit d'oiseaux par exemple. Donc voilà, c'est très contrôlé. Elles peuvent être soit privées, soit publiques. Donc de surface généralement peu étendue, c'est-à-dire rien à voir avec un PNR. Même voilà, dans une zone de cœur, vous pouvez avoir plusieurs réserves naturelles, par exemple. C'est vraiment des toutes petites surfaces. Et puis, elles suivent la typologie de l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Donc si elles sont publiques, elles peuvent être soit nationales ou régionales. Alors 165, hein, c'est le nombre de réserves nationales qu'on a en France, et 177, ce sont les réserves régionales qu'on a en France. Donc voilà leur logo qui est facilement reconnaissable. Voilà, réserve naturelle de France. Et puis donc il y a plusieurs objectifs derrière ces réserves. Le premier évidemment c'est la protection de la ressource sauvage, notamment sur des milieux qui sont un petit peu fragiles, souvent des milieux humides. Hein, beaucoup de milieux humides sont en réserve naturelle. Et puis à des fins scientifiques, hein, ça permet comme ça de pouvoir bien étudier cette faune, en termes de reproduction, de voir ce qui lui convient ou pas, et éventuellement d'appliquer des mesures conservatoires ailleurs que dans ces réserves. Enfin, vous avez d'autres réserves qui existent, qui sont un petit peu différentes des réserves naturelles intégrales, ce sont les réserves de biosphère. Alors là, ce sont des zones désignées par l'UNESCO dans le cadre du plan L'homme et la biodiversité, donc c'est des zones de gestion durable des milieux et des activités humaines, mais rien à voir avec les protections strictes qu'on a sur des réserves intégrales. Vous pouvez retrouver voilà, ce logo hein, sur réserve de biosphère. Ça veut dire que voilà, on estime qu'à cet endroit, il y a des éléments voilà, particuliers en termes de biodiversité. Donc voilà, c'est plus pour l'écotourisme, je dirais, qu'autre chose. Les mesures de protection sont relativement restreintes. Il en existe bien sûr, mais voilà, on n'est pas du tout dans le cadre d'une réserve naturelle intégrale qui, elle, s'apparente plus à la protection qu'on aurait dans le cœur d'un parc national. Vous voyez, c'est une protection maximale. Alors, si on fait un petit bilan sur, voilà, imaginez une zone comme un PNR, donc parc naturel régional, ou PNF, parc national français, on va retrouver donc éventuellement des réserves, éventuellement une zone de cœur, et généralement l'ensemble du PNR et du PNF est inclus dans un réseau Natura 2000. Voilà. Donc c'est pour vous montrer comment ça peut être agencé et surtout les tailles relatives de ces différentes surfaces protégées. Donc voilà pour les zones de protection. Donc après les zones de protection, la protection des espèces. Alors, il existe des espèces qui sont bio-indicatrices, c'est-à-dire que quand on les trouve, on sait qu'on est dans tel ou tel milieu, et généralement, c'est un milieu qui est à protéger, particulier. Alors, un exemple, certains insectes des cours d'eau non pollués et très oxygénés, comme ce qu'on appelle voilà, les perles, par exemple, qui sont des larves voilà, d'insectes qui vivent dans l'eau et dans les eaux des torrents. Donc, vous savez voilà, que c'est un milieu qui est très particulier parce qu'elles ne sont que là. Ce sera un peu la même chose qu'une espèce endémique, voilà, mais pas sur une zone géographique, mais sur un milieu particulier. Les espèces parapluies, qui sont des espèces, quand vous les protégez, en fait, vous protégez tout un tas d'autres espèces. Hein, donc, c'est le cas généralement des espèces assez emblématiques, genre le panda, la baleine, etc., qui vont voilà, plutôt être protégées parce que emblématiques, et de ce fait, quand vous les protégez, vous en protégez tout un tas d'autres. Les espèces clés de voûte, alors ces espèces clés de voûte, ce sont des espèces qui sont à la base en fait de beaucoup de chaînes alimentaires. Par exemple le krill, hein, qui est qui fait partie du zooplancton et qui est consommé par beaucoup d'éléments, donc qui est à protéger évidemment en priorité parce que s'il n'existe plus, s'il s'éteint, tous les autres, hein, ça va être la même chose. Les espèces redondantes, donc ce sont des espèces qu'on va retrouver un peu dans tous les écosystèmes et qui souvent font le lien entre chacun de ces écosystèmes. Les espèces drapeaux, alors souvent ce sont des espèces parapluies, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui sont très emblématiques. Hein, par exemple, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le panda, la baleine, etc. Et qui vont un petit peu solliciter l'empathie humaine. Alors, le statut de ces espèces, généralement, il est donné par la liste rouge de l'UICN, c'est-à-dire, ce sont... alors, l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, et on en a déjà parlé en classe, mais voilà, vous avez un statut qui correspond au degré de disparition ou non de l'espèce. Par exemple, vous avez des espèces qui sont en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérables,
Après, vous avez d'autres catégories, des espèces éteintes au niveau mondial ou disparues en France, par exemple. Donc sachez que voilà, chaque espèce a un statut de l'UICN. Alors des fois, hein, ça peut être juste non évalué. Hein. Voilà, espèce qui n'est pas confrontée aux critères de liste rouge. Bon, ça arrive hein, sur des espèces très très communes. Hein. Le pissenlit n'a pas de statut de l'UICN. Vous avez toutes les actions du Muséum national d'histoire naturelle, alors qui peut faire des inventaires, des SNIEF, qu'est-ce que c'est que ce mot, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Voilà. Alors c'est pas des zones de protection, c'est des zones où on sait juste qu'il y a telle ou telle chose, c'est des zones d'inventaire. Et puis vous avez des espèces qui sont protégées par le Code de l'environnement, espèces menacées, on en a déjà parlé, mais par exemple les amphibiens sont presque tous protégés. Hein. Vous n'avez pas le droit évidemment de les capturer, y compris pour les mettre dans des aquariums. Donc voilà, du coup, et ça c'est écrit dans le Code de l'environnement. Enfin, parlons de la restauration des milieux. Alors, c'est une action intentionnelle qui initie, c'est-à-dire qui débute ou accélère, c'est-à-dire améliore la résilience d'un écosystème qui soit dégradé, endommagé ou détruit. Donc, cette restauration, elle peut être passive, on arrête la cause de la dégradation, ou elle peut être active, c'est-à-dire qu'on met en place des aménagements. Alors, on va voir quelques exemples de restauration. Donc, pour un écosystème dégradé, pour un écosystème endommagé et pour un écosystème détruit. Alors, exemple, l'érosion de la végétation par les passages non gérés des randonneurs. Là, il est dégradé, hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pelouse. C'est pas qu'il n'y en a plus, mais il y en a de moins en moins. Et donc, l'idée ici, c'est de mettre des barrières pour contraindre le passage à un endroit précis. Des barrières ou des fils, en tout cas. Voilà, vous évitez comme ça l'érosion de la végétation. Petit exemple ici, voilà, sur les chemins côtiers, en bord de mer, on va éviter le passage en dehors des sentiers, hein, voilà, par des fils qui vous empêchent de passer. Hein, on voit bien que la zone hein, du centre, ici, elle a été clairement érodée par les passages. Hein, ça, c'est évident. Là, avec ce genre d'aménagement, des petits panneaux, des machins, voilà, normalement, ça gère le problème. Ici, c'est pas une restauration qui est active, puisqu'en fait, on laisse le milieu se régénérer tout seul. Hein, c'est juste qu'on évite voilà, les passages qui causaient des perturbations. Ensuite, pour un écosystème endommagé, par exemple, c'est la végétation dunaire qui est complètement dégradée par les passages et qui n'existe plus du tout, là, carrément. Là, par contre, on est obligé de faire une restauration active. Par exemple, on va être obligé de revégétaliser les dunes avec en plus un passage contraint. Alors ici, hein, vous avez, voilà, sur ces deux images, ici, vous avez des personnes qui sont en train de replanter hein, certaines espèces qui, avec leurs racines, en fait, maintiennent les dunes, puisque à cause du passage, du coup, comme cette végétation est dégradée, la dune n'est plus protégée et elle subit énormément d'érosion, avec toute la perte de biodiversité qui s'ensuit. Et vous avez des petits panneaux qui vous disent de respecter le travail de replantation et de passer uniquement dans les sentiers. Ici, vous voyez, par exemple, c'est l'ONF qui gère ça. Enfin, dans le cadre d'un écosystème détruit, l'exemple, c'est la forêt qui est exploitée et hop, une coupe à blanc, hein, c'est-à-dire plus aucun arbre. Et là, dans ce cas, on va faire un reboisement raisonné hein, avec différentes espèces. Donc là, voilà, je vous ai mis une petite image. Alors, ça peut être à double intérêt. Par exemple, vous n'êtes pas sans vous rappeler des incendies qui ont touché le sud-ouest de la France. La végétation étant constituée essentiellement de pins qui sont extrêmement inflammables de toute façon. Et là, en plantant des feuillus, voilà, une végétation diversifiée, des arbres différents, on va pouvoir faire des barrières justement contre ces incendies. Donc ici, il s'agit de reboisement raisonné et pas juste dans le but de l'exploitation. Alors voilà, cette vidéo est un petit peu longue, mais en tout cas, vous avez voilà, quelques éléments sur la restauration et la conservation de la biodiversité.